Quelques jours après le départ en exil de son prédécesseur Yaya Jammeh, le nouveau président gambien Adama Barrow a regagné ce jeudi après-midi son pays en provenance du Sénégal. À 3 mois de la présidentielle, les électeurs français vont trancher dimanche entre deux visions de la gauche, Benoît Hamon et Manuel Valls, qui se différencient sur de nombreux points. Et puis le Chili est ravagé par les feux de forêt, les flammes qui se sont propagées dans cette région du centre et du sud du pays ont fait 10 morts, des milliers de personnes évacuées et des villages rasés. Le nouveau président gambien Adama Barrow a regagné ce jeudi après-midi son pays en provenance du Sénégal, 5 jours après le départ en exil de son prédécesseur Yaya Jammeh, qui a marqué l'épilogue de 6 semaines d'une crise à rebondissement. Arrivé vers 17h locales et GMT à l'aéroport de Banjul avec 1 heure de retard sur son programme, Barrow, en chéchia et tunique blanche, accompagné par ses 2 épouses et plusieurs de ses enfants, a été accueilli par une foule en liesse. « Je suis un homme heureux », a-t-il déclaré. « Cela faisait partie du combat et je pense que le pire est terminé », a-t-il dit au sujet de son séjour au Sénégal depuis le 15 janvier à la demande de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui craignait pour sa sécurité tant que Jammeh était en place. Il est arrivé à bord d'un avion militaire sénégalais portant l'emblème de la CEDEAO sous la surveillance de militaires sénégalais et nigérians encagoulés et lourdement armés et d'un détachement de soldats gambiens. Il a ensuite pris la route en direction de son domicile, mais son convoi circulait très lentement, se frayant difficilement un chemin au milieu de la foule massée au bord de la route. Sur la route de l'aéroport où la circulation était bloquée jusqu'aux environs de 20h, ses partisans ont installé une affiche géante invitant la population à une célébration générale le 18 février, anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie britannique. Les défis s'annoncent immenses pour Adama Barrow, à commencer par la mise en place d'une administration engagée sur une fausse note avec le choix de sa vice-présidente atteinte par une limite d'âge constitutionnelle. Au Nigeria, un membre d'un comité de vigilance a été tué et 2 personnes blessées mercredi par des kamikazes qui ont tenté de pénétrer dans une mosquée dans le nord-est du pays. Des miliciens engagés dans la lutte contre Boko Haram ont repéré un homme et une femme qui tentaient d'entrer dans la mosquée pendant la prière de 4h30 GMT dans le quartier de Kaleri à Maiduguri. Au moment où ils les ont accostés, les kamikazes ont déclenché leur explosif, tuant l'un des miliciens. Les 2 kamikazes sont morts et 2 personnes ont été blessées. Cet incident intervient juste après une autre tentative d'attentat à Ousmenti, un autre quartier de Maiduguri, dans la nuit de mardi à mercredi. Un kamikaze qui visait un poste de contrôle a été abattu avant de se faire exploser. Mosquées, checkpoints et lieux publics fréquentés sont désormais régulièrement pris pour cible par les kamikazes de Boko Haram. Au moins 20 000 personnes ont été tuées depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009. Mais les violences n'ont pas cessé malgré les affirmations répétées du gouvernement nigérian et de l'armée selon lesquelles le groupe djihadiste est sur le point d'être vaincu. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a fait jeudi à Dakar le point sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest et du Sahel. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, ça demeure toujours inquiétant, surtout au nord du Mali, où se trouvent beaucoup de groupes armés, des extrémistes, qui menace la paix au Mali, mais dans toutes les zones sahéliennes. Et donc, c'est une préoccupation pour le pays de G5 Sahel, également pour la CEDEAO et pour les Nations Unies. Mohamed Ibn Chambas a exhorté une mobilisation commune pour placer la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel dans une dynamique de paix et de progrès. Sur la situation gambienne, Chambas invite à la poursuite des efforts pour consolider la paix et l'unité en Gambie. J'appelle la communauté internationale qui a démontré une unité exemplaire
dans la résolution pacifique de la crise, a continué d'apporter son soutien au nouveau gouvernement gambien. Face aux défis multiples qui attendent la nouvelle administration gambienne, Mohamed Ibn Chambas estime que la réconciliation nationale doit être une priorité. À cet égard, il exhorte les nouvelles autorités à prendre les mesures nécessaires pour asseoir une transition démocratique permettant de renforcer la cohésion et l'entente entre les Gambiens. L'intégralité des équipements mis à sa disposition par En République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a documenté une augmentation de près de 30% de violations de droits de l'homme en 2016 par rapport aux violations enregistrées en 2015, selon le rapport annuel de BCNUDH publié mercredi 25 janvier au cours d'un point de presse. Le Bureau des droits de l'homme explique que l'année 2016 a été caractérisée par un grand nombre de violations liées à la restriction de l'espace démocratique, notamment en lien avec le report des élections nationales initialement prévues en 2016. À cela s'ajoutent aussi les activités accrues de plusieurs groupes armés, particulièrement dans le nord-est du pays. On note pour responsables les agents de l'État qui sont auteurs de 64% de violations de droits de l'homme et les groupes armés responsables, eux, de 36% de cas de violations de droits de l'homme dans les territoires affectés par les conflits. Le groupe le plus cité est la Force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Est-ce cette augmentation peut-elle affecter le processus électoral prévu en 2017? Ce que je peux vous dire, dans tout le monde, on ne peut pas avoir un processus électoral crédible s'il n'y en a pas de respect et de libertés fondamentales telles comme la liberté d'expression, d'association, de manifestation pacifique et dans un climat apaisé. Signalons que le BCNUDH salue la condamnation des militaires et policiers pour des actes constituant des violations de droits de l'homme dans l'ensemble du pays, ce qui témoigne l'engagement des autorités dans la lutte contre l'impunité. Le revenu universel, principal clivage entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Le député, qui l'a inscrit au cœur de son programme, veut d'abord augmenter de 10% le RSA et créer un revenu pour les jeunes. Puis à terme, il s'agira d'instaurer le versement, sans condition, d'un revenu pour tous les Français. Trop coûteux, répond Manuel Valls, qui prédit la ruine du pays et des hausses d'impôts. Il promet néanmoins de garantir à tous les adultes de plus de 18 ans un minimum décent d'environ 800 € par mois, mais sous condition de ressources. L'ex-premier ministre défend surtout sa vision d'une société du travail, en opposition aux illusions, selon lui, du marchand de sable Hamon. Autre point de discorde, la loi travail. Fier du bilan du quinquennat Hollande, Manuel Valls continue de défendre cette loi, adoptée malgré l'opposition d'une partie des élus socialistes. L'ex-frondeur, Hamon, entend lui l'abroger et faire primer de nouveau le code du travail sur les accords de branche ou d'entreprise. Autre angle d'attaque pour Manuel Valls, la laïcité. L'ancien Premier ministre prône une laïcité qui protège, en particulier les femmes, et reproche l'ambiguïté, selon lui, de son adversaire sur ce dossier. Le député des Yvelines dément l'idée d'avoir laissé faire le communautarisme dans sa circonscription, tout en appelant de ses vœux des accommodements pour que l'islam trouve une place semblable à celle des autres religions. L'ancien ministre de l'Éducation nationale se veut aussi plus généreux en matière de droit d'asile et propose aussi d'instaurer des visas humanitaires pour accueillir les migrants. L'accueil illimité, ça n'est pas possible, rétorque l'ancien Premier ministre qui entend poursuivre la politique migratoire menée à Matignon. Les deux adversaires de la primaire sont en désaccord aussi sur la dépénalisation du cannabis. Benoît Hamon la juge nécessaire pour tuer les trafics, Manuel Valls s'y oppose fermement. Présent à Washington avec une délégation mexicaine, le ministre mexicain des Affaires étrangères a répété que le Mexique ne payera pas le mur que le président américain Donald Trump veut construire à la frontière entre les deux pays et ajoute que ce n'est simplement pas négociable. A pesar de nuestro desacuerdo, reconocemos la soberanía. Malgré nos désaccords, nous reconnaissons la souveraineté des États-Unis et son droit de protéger ses frontières selon ce qui convient au peuple et au gouvernement américain.
À partir de là, prétendre que le peuple mexicain va payer un mur, c'est faire d'un acte de souveraineté quelque chose de profondément inacceptable. De una acción soberana a algo que es profundamente inaceptable. Reconocemos que es el principio. Nous reconnaissons que c'est le début d'une nouvelle relation avec le président Trump et avec son gouvernement. Nous reconnaissons que, comme l'a dit le président Peña Nieto, nous sommes prêts à négocier. En pleine discorde avec son homologue américain Donald Trump sur le mur que ce dernier veut construire à la frontière, le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé ce jeudi qu'il annulait sa visite à Washington. Par ailleurs, le nouveau président américain a signé un autre décret ce mercredi pour appliquer plus sévèrement la législation sur l'immigration. Il prévoit de réduire les financements fédéraux de Washington pour les quelques 200 villes sanctuaires aux États-Unis qui accueillent depuis des décennies des immigrés clandestins. Près de 290 000 hectares ravagés, des températures très élevées et des vents violents. Les flammes se sont propagées depuis un peu plus d'une semaine dans 7 régions du centre et du sud du Chili. 10 morts, des milliers de personnes évacuées, des villages rasés. Selon le gouvernement chilien, 2 pompiers, 2 policiers, 3 pompiers forestiers et 3 habitants des zones sinistrées ont trouvé la mort. Le Chili est confronté à des feux de forêt qualifiés par la présidente Michelle Bachelet de pires désastres forestiers de l'histoire du pays. De nouveaux foyers menacent l'agglomération de Gran Concepción, une des zones les plus peuplées du centre et du sud du pays, avec plus d'1 million d'habitants. C'est un enfer, le chaos. Un enfer pour nous parce que ça fait 20 jours que ça dure. Ce serait bien que ça s'arrête. Aujourd'hui, je voulais me reposer, mais je ne peux pas rester à la maison à les regarder à la télé. Je voulais me reposer parce que je suis épuisé. Ça fait 7 jours que je travaille. On a toujours eu des feux de forêt, on est habitué, mais les incendies durent quelques heures ou maximum une journée. Mais maintenant, un incendie qui dure plus de 10 jours, qui passe d'une commune à l'autre, c'est totalement anormal pour nous. Sur 142 foyers déclarés au niveau national, 51 étaient maîtrisés et 14 ont été éteints, selon le dernier bilan de la Corporation nationale forestière en charge de la gestion des forêts. Plus de 4000 personnes, pompiers, enquêteurs, carabiniers, militaires et civils sont mobilisés pour venir à bout des incendies. Michelle Bachelet a annoncé qu'une enquête serait ouverte pour déterminer les causes de ces incendies.